Voilà, c'est parti, j'ai eu chaud, hein. Croyez-moi, j'ai eu chaud. Là, je venais de lancer, le direct et ça ne marchait pas. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine, hein, maintenant depuis quelques semaines dans mon salon. Je vais attendre voir si certaines personnes arrivent. Alors tout de suite, j'ai besoin de vous pour me dire si oui ou non vous entendez ce que je dis dans le micro, parce que comme vous le remarquez, il y a du nouveau matériel. Qu'est-ce que vous voulez? On s'embourgeoise, hein, l'émission marche, donc on s'embourgeoise. J'ai acheté du matériel, il va falloir me dire si ça fonctionne ou pas. Alors pourquoi j'ai acheté du matériel? L'ancien micro était super. Non, c'est parce que je voulais qu'avec les invités, on puisse parler en même temps. Vous voyez que la conversation soit un peu plus, un peu plus dynamique. Donc là, je vois qu'il y a une personne qui vient d'arriver. Bonjour à cette personne. Je sais qu'elle va être rejointe par plein d'autres. Merci de me dire surtout si vous entendez le son. Allez, on va commencer. Je vais vous présenter mon invité. Bonjour. Bonjour. Pierre Massy. Alors là, c'est pareil, il est un peu loin du micro, il faut le rapprocher un peu, Pierre. Pierre Massy, il est président de la Chambre de commerce et d'industrie Limoges et Haute-Vienne. Et puis, tout un tas de mandats et de fonctions dans le secteur des travaux publics. Avec Pierre Massy, bien évidemment, on va parler d'économie, on va s'intéresser aux actions de la Chambre de commerce en cette période de Covid. Comment ça va bien? Écoutez, moi ça va. Ouais. Ce qui va nettement moins bien, ce sont une partie de nos entreprises aujourd'hui, évidemment, qui vont subir ce troisième confinement. Un an après, on y est toujours. Voilà, on va en parler, on va rentrer dans les détails. Je vous remercie les personnes qui sont là de me dire si vous entendez bien le son, aussi bien de Pierre Massy que de ma part. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Jean-Claude me dit que c'est super. Ah ben super, j'ai bien fait de les acheter. Je vois que les gens commencent à arriver. Alors Pierre Massy, dans cette émission, il y a une petite tradition. On pose quelques questions perso un peu pour voir un peu qui sont ces invités. On voit bien qui est Pierre Massy aujourd'hui. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que quand Pierre Massy était petit, qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie? Pierre Massy, quand il était petit, j'ai pas de souvenir précis de ce que je voulais faire. Je sais que longtemps, je voulais être cuisinier, j'avais envie d'être pâtissier. Voilà, j'avais envie, quand j'étais un peu plus grand, j'avais envie de faire du commerce. Ça, c'était clair, et j'avais envie d'être dans le commerce du matériel de travaux publics. Donc déjà, l'idée, je l'avais. Et puis, la vie m'a porté un peu différemment. Et puis, j'ai pas vendu de matériel de travaux publics. Et j'ai repris une entreprise Je l'ai de travaux acheté. publics. Je l'achète maintenant, oui. Voilà. Voilà, donc oui, une fois de plus, un parcours de vie. Chaque fois, je pose cette question parce que les jeunes, ils pensent qu'on est né directeur, président, chef d'entreprise. Pas du tout. Bien Non. souvent, les fonctions que l'on occupe, les métiers, c'est le résultat d'un parcours de vie, de rencontres, d'hésitations, d'essais, d'échecs, hein, c'est ça, hein. D'opportunités, de moments où on vous dit, ben, si tu veux venir, c'est le moment. Voilà, c'est tout ça. Mais j'avoue qu'il y avait assez peu de calculs dans mon parcours de vie. Euh, et puis je regrette rien. Surtout, je ne regrette rien. Tout ce que j'ai fait, j'ai aimé le faire et j'aime le faire aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une vie qui me semble-t-il est heureuse et professionnellement extrêmement épanouissante. Très bien. Bonjour Jean-Luc Bayard. Jean-Luc Bayard qui dit bonsoir à tous et à Pierre Massy. Donc, Bonsoir Jean-Luc. et voilà. Bonsoir Jean-Luc. Euh, dans la soirée, alors je sais bien, il fait beau. Là, les gens vont juste rentrer de la fin du boulot, hein, puisqu'on n'a plus le droit de sortir, mais ils vont arriver petit à petit. Si vous avez des questions à poser à Pierre Massy, vous les lui posez. Vous connaissez la règle pour ceux qui suivent l'émission. Des questions d'accord, des exemples d'accord, des attaques non. Ici, c'est moi qui commande, c'est mon salon, je fais ce que je veux et je veux que les choses elles se passent gentiment. Allez, on va commencer. Pierre, on va faire, allez, de façon générale, plutôt sur l'esprit là, hein. On va rentrer dans le détail des actions après. On a un peu commencé ensemble avant l'émission. Comment vont les entreprises? Comment vont les chefs d'entreprise aujourd'hui en Haute-Vienne? Alors, la situation des chefs d'entreprise aujourd'hui est extrêmement disparate. Globalement, le moral des entrepreneurs, je le pense aujourd'hui, surtout à la veille de ce troisième confinement, le moral est touché. Les chefs d'entreprise, comme l'ensemble de la population, parce qu'après tout,
Nous, pauvres chefs d'entreprise ou chefs d'entreprise, ne sommes que des gens comme les autres en réalité. Ce troisième confinement s'annonce long, ça va être compliqué. On sait un peu comment ça se passe, on a un peu d'expérience maintenant. Donc pour ça, pour cette raison-là, le moral des troupes, j'allais dire, n'est plus très bon. Les gens ont espoir évidemment que les choses s'arrêtent. Alors il y a un an, on découvrait, on était abasourdis par la nouvelle. On a eu un deuxième confinement, ce troisième-là arrive. Je ne veux pas dire que c'est le confinement de trop, parce que ben non, c'est malheureusement les chiffres sont là pour nous montrer que la Covid est toujours là, bien présente, et qu'on n'a pas du tout réussi pour le moment à en venir à bout. Donc les chefs d'entreprise, évidemment, sont dans une situation, j'allais dire, psychologique plutôt difficile. Et au milieu de tout ça, on a des chefs d'entreprise dont l'activité est à l'arrêt total, des chefs d'entreprise dont l'activité est en dents de scie depuis des mois et des mois. Je pense à tous les commerçants à qui on demande samedi soir de refermer leur boutique et qui prennent ça comme un coup de massue supplémentaire. On a des secteurs d'activité dans le même temps qui ne se sont jamais arrêtés, qui vont plutôt pas mal. Et donc, ce qui est très particulier à cette crise, c'est que le monde entrepreneurial, les entreprises, sont impactées de manière complètement différente les unes des autres. Alors, il y a juste un petit... On a le temps, justement, on va pouvoir en parler. Sylvie, bonsoir. Pierre Massy, ainsi qu'à vous tous. Bonsoir, Sylvie Millon. Hein, voilà. Bonsoir Sylvie. Voilà, et voilà, Pierre, il me disait, est-ce qu'il y a des gens qui regardent? Mais bien sûr, ils sont tous là. Alors, deux petites questions. Il y a le côté moral, on l'a bien compris, là, il y a le coup de massue, il y a un mal-être, forcément, des questionnements pour tous ceux qui sont chefs d'entreprise. On voit à peu près ce que c'est de gérer son entreprise, tout ce qu'on met dedans et tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, là, la sensation de perdre. Première chose, de façon très pratique, est-ce qu'aujourd'hui, la CCI a une action particulière par rapport justement à cet accompagnement psychologique? Alors, psychologique, on verra le reste après, mais le côté psychologique. On a mis en place, dès le 15 mars 2020, il y a un an déjà, une cellule de crise. Dans cette cellule de crise, nous avons mis une quinzaine de personnels qui étaient au téléphone en permanence en relation avec des entrepreneurs, des commerçants, des artisans qui étaient perdus, qui ne savaient plus, qui avaient envie de parler, qui avaient besoin de parler. Donc évidemment, une des grosses missions des collaborateurs de la Chambre, c'est effectivement d'entendre les difficultés de nos entrepreneurs, de leur apporter des solutions, de leur apporter pour certains du réconfort, pour d'autres des solutions financières, pour d'autres des solutions matérielles, parce qu'il faut aider à remplir des documents. Donc évidemment, les collaborateurs, et c'est ce que je demande à nos collaborateurs de la CCI de Limoges, le rideau de la CCI ne se baissera pas. Évidemment, nous allons pratiquer un peu de télétravail, mais je veux impérativement que les collaborateurs de la Chambre de commerce soient en capacité d'être au chevet des entreprises. Et quelle que soit la demande, si c'est un rendez-vous dans lequel une entreprise qui nous dit « venez, demain, nous allons aller à la rencontre d'un entrepreneur qui ce matin m'a appelé en me disant « j'ai besoin de 20 coups de main, il faut venir m'aider, on ne sait plus où on en est, on a besoin d'aide, on a besoin... » On s'est organisé demain à 10h30, le rendez-vous a lieu. Je veux qu'on ait une réactivité aujourd'hui, quelque chose que sans doute on n'avait pas tout à fait l'habitude de faire. On n'avait pas l'habitude de réagir dans l'urgence. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse aller dans des situations qui le nécessitent, qu'on puisse accompagner tout de suite, que l'entrepreneur se dise « j'ai une difficulté, j'appelle ». Et on me répond immédiatement. Parce que quelqu'un dont le commerce est fermé, dont l'entreprise est fermée, dont l'entreprise souffre, qui ne fait plus de chiffre d'affaires, moins de chiffre d'affaires, il faut impérativement, face au problème, qu'il puisse avoir une réponse quasi immédiate. Alors, on rentrera là aussi dans le détail de ce qui est fait, puisqu'il y a différents volets. Hein. On peut apporter de l'aide, de la présence, de la technicité, de l'expertise sur un certain nombre de domaines. Samia Rifo, Madame Rifo, vous allez devenir une habituée, hein, vous étiez déjà là la semaine dernière. Pierre, elle vous adresse son bonjour, tous derrière les entreprises. Mais bien sûr, Madame Rifo, c'est pour ça qu'on fait cette émission, parce qu'on est derrière les gens qui font des choses. Ok, on a compris ça. Le paradoxe quand même, parce qu'il faut le dire, il ne faut pas non plus tomber
dans le misérabilisme, c'est que dans le même temps, il y a des entreprises qui continuent de bien fonctionner, voire qui élargissent leur champ d'activité. Il y a une approche différente, des stratégies différentes. Alors, est-ce que ça tient à la nature, à la personnalité des chefs d'entreprise? Est-ce que ça tient à des effets d'opportunisme parce que certains avaient des activités qui permettent d'être élargies et de coller à la crise? Il faut aussi le dire, toutes les entreprises ne sont pas moribondes aujourd'hui. Non, c'est ça. C'est la particularité de cette crise. C'est que nous avons des secteurs qui sont à l'arrêt complètement. Et pour certains, depuis une année. Nous avons, je le disais tout à l'heure, des secteurs qui fonctionnent en dents de scie. On ouvre, on ferme au gré des confinements. Et puis nous avons des secteurs qui ne se sont jamais arrêtés. Qui fonctionnent, j'allais dire, quasiment normalement. Et pour lesquels la crise a un impact pas mineur, mais quasiment. Et là où on est plus pour le chef d'entreprise dans un problème je vous disais tout à l'heure, psychologique. On se dit, mince, encore un confinement, ça complique les affaires, mais l'activité, elle, économique, continue et il n'y a pas de situation de danger. Et puis dans ce même temps, on a des entrepreneurs, et on le voit aujourd'hui très bien, on en parlera peut-être plus précisément, dans le cadre de ce plan de relance, on découvre, moi je découvre, un certain nombre d'entrepreneurs que l'on accompagne ou qui se sont accompagnés par d'autres biais, mais que la CCI a accompagné dans le cadre du plan de relance, de France Relance, et qui ont des projets de développement. Alors là, on est évidemment dans la préservation de l'emploi, mais on est aussi dans des entreprises qui ont des projets de développement importants, qui donc ont sollicité des fonds France Relance, où on va créer des dizaines d'emplois dans des entreprises du territoire qui se développent, qui vont lancer des nouvelles lignes de fabrication, qui arrivent dans une phase de maturité et qui leur permettent aujourd'hui de lancer des phases de process industriels où on passe en production plus importante. Et on a donc, dans ce moment de grande difficulté, des entreprises qui décident aujourd'hui de préparer la sortie du confinement et la sortie l'après-Covid, j'allais dire, pour réorganiser leurs entreprises, pour les développer et puis pour continuer ou repartir sur de nouvelles bases ou des bases très saines. Alors ce plan de relance, on le détaillera tout à l'heure. On a abordé effectivement cette possibilité, cette capacité de la CCI, des acteurs de la CCI, des professionnels de la CCI, qu'on salue d'ailleurs, hein, et qui assurent la continuité de service, la continuité des missions. Concrètement, en quoi la CCI peut aider les entreprises du territoire en ce moment-là? Au moment où on parle, il y a des chefs d'entreprise qui vont nous regarder. Ils se disent, je sais pas, j'ai un problème de trésor, qu'est-ce que je fais? J'ai un problème de client, qu'est-ce que je fais? En quoi, concrètement, pour que les gens comprennent bien, la CCI peut intervenir et comment? À la CCI, nous avons à Limoges une soixantaine de collaborateurs. Ces collaborateurs ont des compétences, des technicités particulières les uns et les autres, en fonction de la demande spécifique de tel ou tel chef d'entreprise. Un chef d'entreprise nous dit, voilà, moi je veux partir à l'export, j'ai besoin d'avoir du réseau, j'ai besoin d'avoir des renseignements, je veux savoir si ma structure financière est suffisamment solide. Nous avons un service à la Chambre de commerce où on va analyser, checker l'état de l'entreprise, regarder ça très près, voir avec le chef d'entreprise vers quel marché export il veut partir, dans quelles conditions il veut partir, quelle capacité financière il a d'ores et déjà. Et donc, on va avec lui déterminer sa capacité ou non, à partir à l'export, par exemple. De manière plus basique, un chef d'entreprise nous dit, voilà, moi j'ai des commerces au moment de cette crise de la Covid, mais je n'ai qu'une seule entité. J'ai 10, 12 commerces différents, mais sous un seul numéro sirène. Et donc, les aides dont je peux disposer ne se multiplient pas, je ne les ai qu'une fois. Donc, eh bien, de la même manière, un autre collaborateur de la Chambre, puisque ce n'est pas la même spécialité, j'allais dire, rencontre le chef d'entreprise, voit avec les services de l'État comment est-ce qu'on peut, réorganiser la dette pour passer le moment difficile. On est une espèce de tiers de confiance
par rapport aux services. Je pense à l'URSSAF, je pense Ouais. aux services fiscaux, je pense à la directe. On est un tiers de confiance. Donc nos collaborateurs viennent, expliquent aux chefs d'entreprise ce qui est possible de faire. On sert régulièrement de médiateur entre les uns et les autres pour faciliter la mise en relation. Et donc, j'ai pris ces deux exemples-là, mais on peut en prendre Oui, il peut y plein en avoir d'autres. d'autres. On fait de la Bien sûr. formation. Nous avons, à chaque demande ou à chaque spécificité d'un chef d'entreprise, nous avons une réponse. Et si c'est pas en propre, vous le mettez en relation avec les autres acteurs. on les met en relation éventuellement, mais on se doit, et dans un temps très court, d'être en capacité de renseigner. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un chef d'entreprise qui se pose une question nous devons de lui donner une réponse rapidement, une réponse fiable évidemment, un conseil. Si nous n'avons pas la compétence en interne, de lui donner la bonne compétence, mais tout ça doit se faire dans un temps assez court. Très bien, c'est très clair. Je vous rappelle que si vous voulez, vous pouvez poser des questions hein, en direct. Il est là pour ça. Sinon, on ne serait pas en direct. Vous comprenez, on ferait que de l'enregistrer. Regardez, on vous donne du caviar. Mangez-le quand même. Jean-Marie Toury est là. Bonjour Jean-Marie, bonsoir. C'est gentil de nous avoir rejoints. Ok, on a compris à peu près comment ça se passait. On a abordé un petit peu le plan de relance. Concrètement, est-ce que c'est déjà facile? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est facile de se projeter dans l'après, en sachant qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver? Deuxièmement, sur quoi on s'appuie? Quels sont aujourd'hui les leviers que l'on a pour préparer demain, en sachant, on va y aller pas à pas. La première chose, on en parlait tout à l'heure, il y a eu le prêt garanti par l'État, par exemple, qui a été une mesure forte. Maintenant, ça date. Maintenant, ça commence à faire un peu. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a besoin de mettre tout de suite quelque chose d'autre en place? Est-ce que, sur cette mesure-là, par exemple, comment ça se passe? Alors, pour venir sur le PGE. Ouais. Ce fameux PGE, il a été mis, j'allais dire, sur la table au début du mois d'avril 2020. Et nous pensions, quand il a été mis sur la table, quand il a été lancé, que à la date à laquelle nous sommes aujourd'hui, les entreprises commenceraient à rembourser. Ouais. S'aperçoit qu'un an plus tard, non seulement le PGE a toujours cours, quelques entreprises créent encore du PGE. Malheureusement, ce qui était supposé être un accompagnement dans la très grande difficulté pour cette année, pour l'année que nous venons de vivre, pour un grand nombre d'entreprises qui l'ont utilisé, il est consommé. Il sera donc à rendre. Alors avec une période encore d'une année, donc on ne le rendra pas sur 5 ans, mais sur 4 ans. Aujourd'hui, on a des premières entreprises qui nous disent « j'ai plus de PGE », qui ont éventuellement la possibilité d'en souscrire un peu plus, mais qui épaississent leur ligne de dette. Forcément. Il faut bien avoir à l'esprit que le PGE n'est pas une subvention, ça n'est pas un don, c'est une ligne de crédit supplémentaire. Donc aujourd'hui, non seulement le PGE n'est pas fini, le PGE est prolongé, le PGE jusqu'au 30 juin, j'imagine, eu égard à cette période de confinement nouvelle, qu'on nous annoncera dans quelques semaines ou mois que le PGE sera encore valide jusqu'en fin d'année. Nous pensions, enfin nous, pas moi, pas nous dans les CCI, mais j'imagine qu'à Bercy, on avait imaginé que ce PGE, ça serait ce qui permettrait d'accompagner, d'aider en une année, que la chose serait réglée, que la crise serait réglée. Ça n'est pas le cas. Donc le PGE est là, continue, j'allais dire, à être utilisé. Les gens qui n'y avaient pas pioché au premier ou au deuxième confinement vont peut-être y piocher maintenant dans ce troisième confinement. Et certains vont aller souscrire des PGE dans les semaines qui arrivent. Donc le PGE, c'est quelque chose qui a toujours cours, mais qui, me semble-t-il, doit être utilisé à sa juste valeur. Et on doit avoir conscience,
suis désolé, c'est mon masque qui me gratouille. Il n'y a pas de mal. Ce PGE doit être utilisé, j'allais dire, pas avec parcimonie, parce que quand on n'a pas d'activité et qu'on a un besoin impératif de l'utiliser, on s'en sert. Bien sûr. Mais pour autant, c'est une ligne de crédit que l'on rajoute à son endettement. Et à la sortie de la crise Covid, il faudra rembourser ce PGE. Et je pense que là, on se retrouvera après une crise d'une telle longueur. Les gens n'ont pas eu le temps de se refaire là. On n'a pas eu le temps. J'avais une conversation hier avec mon collègue, président de la CCI de la Vienne, qui lui-même est traiteur. Il a une entreprise de traiteur et donc depuis une année, il est sans activité, puisqu'il fait des gros événements, foires, salons, enfin voilà. Donc zéro chiffre d'affaires depuis 12 mois. Le PGE est consommé, la trésorerie est consommée, le PGE est consommé. Et il n'a toujours pas la vision de se dire quand vais-je recommencer. Alors je ne parle pas de ces 40 salariés à temps plein qui, eux, évidemment, sont en activité partielle. Bien sûr. Mais le PGE qui était une bonne solution, qui était une bouffée d'oxygène extrêmement importante et qui a rendu le service pour lequel il était là, personne n'avait prévu que ce PGE allait durer aussi longtemps. Quoi. Bien sûr. Bon, aujourd'hui, point d'interrogation. Hein. Concrètement, on ne sait pas trop ce que ça va faire. Effectivement, des conseils de prudence parce que, effectivement, pour l'instant, ça reste une ligne de crédit. Hein. Voilà. Maintenant, on ne sait pas plus. J'en profite pour saluer Walter. Walter, j'espère que tu m'entends bien. Hein. Les micros, ils sont fabuleux, mais bien sûr. Christelle Massy, ça doit être quelqu'un de votre famille qui nous dit bonsoir et bravo pour cette émission. Merci Madame Massy. Ouais. Merci Madame Massy. Et Agir Haute-Vienne qui est là. Merci d'être là. Donc Jean-Luc Bayard nous dit un jeune un emploi est-il selon vous un bon outil au service de l'emploi et une réponse adaptée aux besoins? Alors, on va répondre tout à l'heure Jean-Luc parce j'ai prévu qu'on parle de l'emploi. Parce que là aussi, il y a une sorte de paradoxe en ce moment par rapport au recrutement, donc on y reviendra. J'en profite aussi pour vous dire, Jean-Luc, que la semaine prochaine, puisque ça vous intéresse, j'aurai le plaisir de recevoir Paul Torrent, qui est le directeur de la mission locale de l'agglomération de Limoges, et on va parler emploi des jeunes. Mais promis, Pierre va répondre à cette question. Ok, on a vu le PGE. Je le disais, il faut bien à un moment donné qu'on se projette d'une façon ou d'une autre. Il faut bien, le plan d'ailleurs s'appelle le plan de relance. Sauf que, une fois qu'on a posé ça, on se positionne par rapport à quoi? Quels leviers on identifie? Quels objectifs on peut se mettre? Quelle réorganisation on peut envisager? En sachant qu'aujourd'hui, la seule certitude que l'on a, c'est qu'on a encore un plan de rigueur là qui vient de tomber. Alors, par rapport à ce plan de relance et à la manière dont on peut se projeter. Et c'est là qu'intervient la capacité de l'entrepreneur à réagir en toute situation. Il faut se dire, le moment que l'on passe aura évidemment un terme. Et au-delà de ce terme, comment est-ce que mon entreprise va en sortir? Et une fois que j'en serai sorti, comment est-ce que je vais rebondir pour aller vers de nouveaux marchés? Parce que nous avons connu à travers les temps, et la dernière n'est pas si vieille que ça, 2008 a été une crise terrible, et c'était il y a un peu plus de 10 ans. Oui. Et donc, les entreprises aujourd'hui et les entrepreneurs se positionnent en se disant, mon outil de production est dans tel état, aujourd'hui ma compétence est à ce niveau-là, pour être plus fort sur les marchés, qu'ils soient français, qu'ils soient à l'étranger, à l'export, j'ai besoin d'un nouveau système industriel, j'ai besoin de nouveaux systèmes informatiques parce qu'il faut que j'ai plus d'intelligence, j'ai plus de choses dans mon entreprise. Et donc aujourd'hui, et c'est là que ce plan de relance intervient, des entrepreneurs qui ont une vision de ce que sera leur entreprise juste demain, même pas après-demain, demain, dans les mois à venir. Puisque l'intérêt de ce plan de relance, c'est que l'État met de l'argent immédiatement, tout de suite. Donc, pour ces entreprises qui ont la capacité à se mobiliser, à se projeter sur ce que sera
le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre de l'année 2021 dont je parle, hein, donc dans un temps relativement court, c'est de se dire, voilà, j'ai tel projet, je veux développer mon outil industriel, mon outil informatique, je veux faire une rénovation énergétique de mes bâtiments, je veux faire une croissance verte, je veux faire des choses pour donner un nouvel élan. Aujourd'hui, eh bien, le plan de relance est là pour ça. Évidemment, ce sont des dossiers qui sont, j'allais dire, assez complexes. Évidemment, Bien sûr. c'est évidemment quelque chose qui n'est pas anodin. Les services de la Chambre sont en capacité d'accompagner cela. Les services de la préfecture aussi. On travaille ensemble, on match ensemble. On a un préfet à la relance, Sylvain Châtel, avec lequel on travaille en permanence, avec la préfecture de Haute-Vienne, le préfet Morcy. Mais donc, on accompagne ces entreprises à monter ces dossiers. Certaines les montent seules parce qu'on a aussi des entreprises qui ont en interne, Les ressources. évidemment, la ressource Bien sûr. pour monter ce type de dossier et qui, quelque part, sont habitués à ce genre d'événements. Et donc, mais notre job à nous, encore une fois, à la Chambre de commerce, c'est d'accompagner un certain nombre d'entrepreneurs à faire un état des lieux, à voir tout ce qui match dans l'entreprise, à voir ce que le plan de relance autorise, dans quel créneau on doit se positionner, dans quel créneau on doit entrer. Et une fois que tout ça, ça match, que les cases, que tout ça s'accorde, eh bien, on dépose un plan de relance ou un dossier plan de relance. Et aujourd'hui, on a des dossiers extrêmement importants qui réussissent. On en est à 17 ou 18 dossiers validés en Haute-Vienne. Alors, vous allez me dire, on a 15 000 entreprises en Haute-Vienne. Ça paraît extrêmement peu. C'est aussi possible pour des plus petites entreprises. Ça n'est pas exclusivement réservé à des entreprises gigantesques. On a des entreprises aujourd'hui. Alors, les entreprises qui ont été élues, j'allais dire, pour le moment, sont des entreprises assez techno, où on est un peu sur du high-tech, mais pas forcément. Et surtout, on est sur des entreprises. Hier matin, nous étions avec des entreprises, ou avant-hier, de moins de 10 salariés. Donc, ce n'est pas la taille de l'entreprise qui fait le montant, j'allais dire, de l'accompagnement. Ce n'est pas la taille de l'entreprise qui fait la difficulté à remplir le dossier. C'est plutôt le projet de l'entreprise à se projeter sur son évolution et sur son avenir industriel ou commercial. Voilà. Bien sûr. La CCI La Creuse. Voilà, si c'est Philippe, eh bien, bonjour Philippe. Philippe a été le premier, Philippe Daly été le premier à inaugurer cette émission. Je le remercie encore. Donc là, je ne sais pas si c'est Philippe puisque c'est identifié CCI La Creuse. Très belle intervention, Pierre. Bon, ben écoutez, oui, ben, bien sûr, vous n'allez pas lui dire qu'il est nul. Alors, ça se dit pas en direct. Non, mais bien sûr, il est bien sûr très bon. Ok, on a compris, ça c'est intéressant. Des accompagnements très pointus qui ne portent pas, vous l'avez dit, sur la taille de l'entreprise, mais bel et bien sur sa capacité d'initiative, de projet, etc. Ça, c'est important parce que tout le monde est concerné. Pour moi, il y a différentes étapes dans ce plan de relance. Il y a effectivement chaque entreprise en elle-même qui est porteur d'un projet, qui est porteur d'un devenir. Il y a aussi, je dirais, dans la période actuelle, la capacité des institutions ou des chambres consulaires, en tout cas des acteurs que vous êtes, à se mobiliser sur le territoire. On en est où aujourd'hui des interactions entre la CCI, les mairies, le département, etc. Parce que je pense que ça a une véritable incidence qui est une dynamique territoriale. Alors, si on refait un tout petit peu d'histoire, depuis le 15 mars 2020, nous avons eu plein d'interactions, en réalité. Une des premières interactions que nous ayons eues au milieu du premier confinement, où là, on était dans le dur, dans quelque chose de nouveau. Vous savez que plusieurs fonds de solidarité ont été mis en place, ont été imaginés. Et donc, on avait imaginé un fonds d'aide. L'intérêt de notre CCI, c'est d'être au plus près de nos entreprises. Alors évidemment, la région
a mis en place un fonds d'accompagnement, nous avions considéré que nos équipes CCI étaient vraiment au plus près de nos entreprises. Nous avions les entreprises en direct. Et donc, avec le département de la Haute-Vienne, avec l'UMI, évidemment, le syndicat des hôteliers restaurateurs, avec la CPME, nous avons décidé de créer un fonds interprofessionnel qui venait en aide immédiatement à des entrepreneurs dans le désarroi de la difficulté. Donc ça a été une des premières interactions. Ça, c'est une initiative locale. Ah, complètement locale. D'accord. Ça, c'était une initiative complètement locale. Nous avons ensuite imaginé, quand, j'allais dire, nous avons eu passé cette période de premier confinement, ce premier choc, on a constaté que plein de gens dans d'autres villes, dans des métropoles, dans des endroits plus peuplés que le nôtre, avec une moins belle qualité de vie, envisageaient de partir, envisageaient de quitter. Et donc là, on a mis en place une deuxième opération, c'était Souriez, vous respirez, venez en Haute-Vienne. Venez en Haute-Vienne. Ça, c'était avec le département de la Haute-Vienne, où nous avons accueilli, nous avons communiqué autour de la qualité de vie au travail. On n'était pas sur une promotion touristique, on était sur une promotion de la qualité de vie au travail de notre territoire. Et donc, on a un certain nombre de familles qui sont venues, et des familles qui sont venues visiter, qui ont découvert la Haute-Vienne, qui ne connaissaient pas, et qui sont venus ici, qui sont en train de s'installer ici. Donc on a un véritable mouvement de gens qui viennent en Haute-Vienne pour la qualité de vie. Et en même temps, ce que l'on souhaitait, c'était montrer que des entreprises elles-mêmes étaient en recherche de collaborateurs. Donc l'idée, c'était de faire matcher nos entreprises qui cherchaient des collaborateurs avec nos concitoyens, j'allais dire, de manière générale, qui, eux, rêvaient d'une vie plus agréable, dans un air meilleur, et qui donc rejoignent la Haute-Vienne. Ça, c'était la deuxième opération. Et puis, on en a avec les collectivités territoriales, donc que ce soit les intercommunalités, un certain nombre de communes. Nous travaillons, j'allais dire, quotidiennement, alors soit en solo, chambre de commerce, avec l'intercom d'ici ou la commune de là. Et puis nous travaillons aussi, et ça c'est à noter en Haute-Vienne, nous travaillons en interconsulaire. Et ça c'est aussi une particularité parce que l'interconsulaire ne fonctionne pas partout de la même manière. Sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, il n'y a que très peu d'interconsulaires qui fonctionnent vraiment. Donc nous avons une interconsulaire qui aujourd'hui est présidée par Éric Fauché, qui est de la Chambre des métiers évidemment, que plein de gens connaissent. Et donc cette interconsulaire, pardon, je vais y arriver, est elle aussi au contact des collectivités, des pays. Et donc il y a une relation, j'allais dire, permanente. Et ça c'est important parce que le lien ne se coupe jamais. Donc, et cette interconsulaire, je me répète, hein, ce sont les chambres d'agriculture, de métiers, de commerce et d'industrie qui travaillent ensemble, en permanence. Donc tout ça au service du territoire. Une autre interaction au moment du deuxième confinement. Le premier confinement, ça avait été le coup de massue. On avait imaginé le click and collect. On s'était dit, les gens vont peut-être vont commander, on va faire des sites internet. Le premier confinement, ça avait été trop vite. Ça n'a pas existé. Au deuxième confinement, effectivement, on a vu naître en grand nombre. On était dans une période qui précédait les fêtes de fin d'année. Les gens avaient besoin de préparer les fêtes, tout simplement, d'acheter des cadeaux. Et là, on a vu naître un certain nombre d'initiatives de sites internet, de petits sites marchands ici et là. Et là, on a créé une autre initiative. On a créé J'achète 87. Donc, c'est un site internet qui regroupe différents petits sites marchands qui ont pu se créer à travers nos associations de commerçants ici et là. Et donc toujours avec le département, nous avons créé J'achète 87 avec la Chambre des métiers évidemment, la Chambre d'agriculture. Donc là on était une fois de plus en interconsulaire. C'est assez intéressant parce qu'on n'est pas à tirailler les uns à côté des autres, on tire ensemble et on essaye d'avancer ensemble. Évidemment, J'achète 87 a fonctionné au mois de novembre, au moment du deuxième confinement. Bien sûr. Et puis, quand les commerces ont réouvert fin novembre et les gens se sont, et c'est bien normal, dans leur magasin, et heureusement, et ont repris des habitudes, j'allais dire, de commerce classique. J'imagine que dans ce troisième confinement que nous allons commencer après-demain soir, le click and collect va de nouveau se remettre en place. Alors,
évidemment, de chacune de ces périodes, on tire de l'expérience. Ce qui a été mis en place au mois de novembre est plutôt prêt maintenant. Donc, on va pouvoir lancer ou relancer On va J'achète pouvoir 87 capitaliser dessus immédiatement. s'il y a Alors, besoin, c'est bien le sûr. week-end de Pâques, c'est le mois d'avril qui est plutôt le premier mois du printemps où les gens vont vouloir quand même faire dans leur jardin des petites choses. Donc, les gens vont pouvoir se revenir sur ces systèmes-là. Donc, j'y attache beaucoup d'importance, nos chambres consulaires, nos collectivités, que ce soit l'agglo de Limoges évidemment, la ville de Limoges qui est la ville-centre, mais les plus petites collectivités et les collectivités de toute taille sur l'ensemble du territoire travaillent avec nous. Et nous travaillons avec elles, et je considère que nous sommes tous essentiels les uns aux autres. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que ici, on a eu la chance de recevoir Charlotte Bouvier de la Chambre de métier, Guillaume Guérin, etc. Et on sent bien, au-delà des différences, au-delà des différences de positionnement, qu'il y a quand même comment dirais-je, un souci et un intérêt commun au service du territoire. Franchement, ça c'est quelque chose qui ressort à chaque fois. Et alors, je vais rebondir sur quelque chose que vous avez un peu abordé tout à l'heure, qui est un peu paradoxal et à la fois qui est un outil. Je trouve que là aussi, c'est une approche du plan de relance. C'est que il y a un énorme travail aujourd'hui, et tous les intervenants m'en parlent ici, sur l'attractivité du territoire. Ce qui est assez paradoxal parce que on était un peu, on va dire, loin de tout. Tout à l'heure, on parlera un peu de la 147, mais avant le confinement, on était un peu loin de tout. On était un peu à la Haute-Vienne, je ne savais même pas si ça existait. Et aujourd'hui, comme par hasard, on se trouve des atouts. Quels sont ces atouts? Qu'est-ce qu'on a intérêt à valoriser? Et qu'est-ce qu'on peut vraiment espérer sur cette logique de promotion de l'attractivité de notre territoire? Alors je pense avant tout que notre territoire, il est attractif. Il n'est pas nouvellement attractif. Il a toujours été attractif. La seule chose, c'est de communiquer en disant nous sommes attractifs, nous avons ça, ça, ça et ça. Il faut arrêter, il faut être fier de notre territoire. Ça, c'est la première chose. Il faut être fier de notre territoire. Moi, je suis très fier d'être Auviennois. Je suis très fier de la manière dont les entrepreneurs ici se travaillent, se comportent. Je trouve qu'on a des gens de talent, on a des équipes dans les entreprises, des salariés qui sont de talent. Et notre territoire est un territoire où il y a des talents. Évidemment, je prends cet exemple de temps en temps qui me fait sourire. Il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, on avait communiqué dans les métros, sur les murs du métro parisien, et on avait écrit comme campagne de communication « Le problème avec les limousins, c'est que… » Et on s'était posé en problème. Alors évidemment, quand on communique à l'extérieur en disant que le problème avec, c'est déjà un problème, aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience collective. Sans doute a-t-on un peu, j'allais dire, évolué à ce niveau-là. Sans doute prend-on conscience que, évidemment, nous avons des atouts, évidemment. Quand je visite les entreprises aujourd'hui et quand je vois le niveau de technicité, le niveau de compétence de plein de nos entreprises, quand je vois les collaborateurs de ces entreprises, je me dis si vraiment le territoire de Haute-Vienne était à ce point-là, à l'autre bout, enfin, était à ce point-là nul et sans rebutant, rebutant, ces gens-là ne viendraient pas là. Ouais. Ces gens-là ne viendraient pas là. Donc, on a aujourd'hui de vrais atouts. On a une qualité de vie qui est absolument indéniable. On a évidemment une difficulté qui est l'accès à ce territoire. Alors, il peut être considéré verticalement comme bien irrigué et très convenable. Transversalement, ça se gâte. En travers, vers le nord-ouest, là, c'est cata complet. Ouais. Mais aujourd'hui, à nous, Auviennois, de nous prendre par la main, arrêter de s'opposer en permanence, arrêter de penser que si on s'ouvre, on va devenir une catastrophe, parce que d'autres viendraient chez nous, viendraient nous manger le pain qu'on a dans la bouche. Ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a
absolument, avec les talents, les compétences que nous avons, à nous ouvrir, à permettre à ce que les échanges entre les territoires qui nous sont proches et ceux qui nous sont plus loin soient facilités. Impérativement, il faut que l'on puisse aller de Limoges, on parlera de Poitiers évidemment, mais à aller vers Bordeaux, à aller vers Paris, rapidement, aisément. Il faut qu'on puisse se dire, j'ai besoin d'aller à Paris. Ok, mais ce n'est pas un sujet. Le train va mettre 3 heures, dans de bonnes conditions, je suis sûr d'être à l'heure. Je pars à 6 heures du matin, je serai à Paris à 9 heures, à 18 heures ou 19 heures ce soir, je serai rentré. Ça, c'est important. Ne nous faisons plus aucune illusion. Nous n'aurons jamais une rame LGV en gare de Limoges. Quand je parle de Poitiers, je dis Poitiers est une ville LGV. Nous ne serons jamais une ville LGV. Peu importe, c'est comme ça. Donc maintenant, il faut s'attacher à d'autres solutions. Ce qui est important, c'est qu'on puisse se dire, je peux aller aisément du point A qu'est Limoges vers l'ensemble des autres points qui sont autour de nous, loin ou moins loin. Nous avons un aéroport. Cet aéroport doit être, évidemment, nous traversons une période particulière pour l'aéronautique. Aujourd'hui, notre aéroport est quasiment fermé. Évidemment, on ne fait pas mieux que les autres. Mais au moment où tout ça redémarrera, nous avons un aéroport qui peut nous permettre de nous amener plus loin, au-delà des destinations qui nous sont proches, Paris, Clermont-Ferrand, à proximité. Il faut que tout ça, nous soyons et dans l'attractivité. Et ce mot est extrêmement important. L'attractivité de notre territoire, il passe par la facilité et la capacité à aller et venir à Limoges et en repartir aisément. Et ce n'est pas parce qu'on repartira plus facilement de Limoges que les gens ne resteront pas. Bien au contraire, plus facilement on va et on vient d'un point A à un point B, plus on a intérêt à s'y fixer. Ici, on le sait tous, la qualité de l'immobilier. Alors justement, immobilier, éducation, numérique, ce sont trois éléments importants pour des gens qui éventuellement songeraient à s'installer. On en est où aujourd'hui? Voilà, quel bilan sur le territoire? Alors, j'ai évoqué l'immobilier. Aujourd'hui, nous sommes dans un territoire où l'immobilier est en termes de prix assez attractif. Nous ne sommes pas dans des prix anormalement bas, j'allais dire, mais pour une ville de la taille de Limoges, les tarifs, évidemment, sont attractifs. Ils ont l'air d'augmenter, là, de ce qu'on me dit. Évidemment, puisque la demande est plus importante. Nous avons, et après tout, c'est ce que nous espérions, faire venir un peu de population ici. La population qui vient a sans doute des moyens un peu différents, et tant mieux. Donc l'immobilier monte et les agents immobiliers nous disent aujourd'hui que le marché est un peu en tension. D'accord. Que la petite couronne est devenue une plus grande couronne autour de Limoges, une beaucoup plus grande couronne, et que la troisième et la quatrième ligne aujourd'hui intéressent, ne rebutent plus. Donc ça c'est important, ça veut dire que l'économie de l'immobilier fonctionne. On le voit d'ailleurs, on voit pousser de nouvelles constructions dans Limoges, ici et là, on voit des maisons se construire. Donc ça c'est important. Ça veut aussi dire que des gens professionnellement viennent s'installer. Bien sûr. Ça c'est important. Le numérique. Pour le numérique, ça devient quelque chose d'extrêmement important parce que les gens qui veulent quitter une grande ville, alors il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pas parce qu'on est dans Paris, dans Bordeaux ou dans Lyon qu'on a la 5G à toutes les portes. Qu'on a la 5G partout et qu'on n'a pas des problèmes avec le très haut débit. On a l'impression que parce qu'on est dans Paris ou quand on est dans Bordeaux ou dans Lyon ou dans n'importe quelle grande ville, c'est formidable, tout va bien, ça n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est sûr. La bande passante est sans doute plus utilisée et puis surtout, il n'y a pas un déploiement de la fibre aussi magique qu'on l'imagine. Alors on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte dans le pré du voisin. Ça, c'est une chose importante. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours très vrai. Pour ce qui concerne notre territoire, depuis maintenant quelques années, les collectivités ont déployé de manière importante la fibre. Ça me fait penser, moi, un peu au déploiement de l'eau potable après-guerre, de ce qu'on m'en a raconté. On amène la fibre partout et en tout point. Alors, fibre, 5G maintenant qui arrive, différentes technologies qui sont mises en place. Et ça, effectivement, pour nos entreprises, un certain nombre d'entreprises aujourd'hui ne savent plus travailler sans cet Internet. Sans ce débit Internet pour transporter des fichiers. Je ne parle même pas
de l'hôpital et des fichiers médicaux qui sont gigantesques et qui permettent la télémédecine, qui permettent des choses magnifiques. Mais quand on est imprimeur aujourd'hui, le linotype, c'est fini. Il n'y a plus personne qui tape à la machine. On reçoit des fichiers extrêmement complexes avec des couleurs, avec des milliers de caractères, avec de l'image. Et donc, grâce à ce débit Internet, évidemment, ça a permis et ça permet de laisser dans des campagnes et des endroits plus verts, plus sympas, des entreprises industrielles qui, si ces territoires n'étaient pas connectés, auraient nécessairement dû les quitter. Bien sûr. Donc le déploiement de la fibre, alors on ne fibre pas un département comme celui de la Haute-Vienne en claquant des doigts. C'est clair. Nos amis creusois, nos amis corréziens ont fibré aussi, tous les territoires fibrent. C'est évident que la fibre est un des aspects majeurs de l'attractivité du territoire. Aujourd'hui, le déploiement de la fibre n'est pas terminé, il avance vite. La technologie 5G, 4G déjà, que nous avons tous, facilite beaucoup de communication. La 5G va arriver, le déploiement de la fibre. Aujourd'hui, rares sont les endroits sans aucune solution. Oui, bien sûr. Rares sont les endroits. Alors évidemment, on a ici ou là, on se dit, ah ben, moi je suis à tel endroit, j'ai pas la fibre. Bon, c'est compliqué aussi d'aller toujours le cas. On fibre 98% de la population. Il y a toujours les 2% de gens qui habitent au milieu de nulle part. Et là, évidemment, on peut toujours regretter ça. Mais le coût au mètre, ce coût au mètre là, il devient quasiment inassumable. Donc, pour ce qui est de la fibre, que ce soit pour l'usage professionnel ou l'usage du particulier, nous avons fait des progrès considérables. Le travail est en cours, le travail continue. Moi, je ne suis pas affolé. Je ne suis pas affolé par le fait que ça ne soit pas tout à fait fini. On peut crier. Oui, il y a peu d'endroits où c'est complètement fini. Il y a peu de territoires en France où c'est fini. On peut faire des déploiements rapides en disant, moi j'ai fini par on lève les bras un peu comme à Top Chef en disant la recette est terminée, mais quand on y regarde bien au fond de l'assiette, il y a quand même des petits trucs qui ne sont pas tout à fait terminés. Tout à fait. On n'en est pas tout à fait là ici en Haute-Vienne, mais le travail est très avancé. Et je pense qu'une fois de plus, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. L'important, c'est que ce que l'on fasse soit pérenne, soit solide, ne tombe pas à la première tempête. C'est clair. Ne tombe pas à la première tempête, ça c'est important. Donc en termes d'attractivité, évidemment, ce sujet-là d'Internet, pour résumer assez simplement, est évidemment majeur en l'état actuel des choses. Il y a un autre sujet qui est important, c'est la recherche, l'enseignement supérieur. Ça aussi, c'est important parce que ceux qui viennent soit ont des enfants, et puis c'est toujours aussi une possibilité pour des entreprises d'ici de capter des connaissances, de capter des compétences, des futures compétences. On en est où par rapport à ça sur notre territoire? Il y a une vraie nécessité de synergie entre l'enseignement supérieur et les entreprises. Évidemment, alors à Limoges, on a plusieurs pôles de compétitivité et puis on a des pôles d'excellence. Vraiment, c'est clair. On a XLIM en particulier. On a XLIM qui travaille dans vraiment de la techno de très très haut niveau. Et cette techno-là, aujourd'hui, est en train de se décliner en industrie et en production et en usage au quotidien. Et ça, c'est très important. Donc, on a évidemment dans la céramique, évidemment dans l'eau, Guillaume Guérin a dû vous en parler la semaine dernière, évidemment dans la silver economy, on a plein de passerelles qui sont existantes, qui sont peut-être à se développer pour Seine, dans le bois aussi, évidemment, j'y pense, qui sont à peut-être faire évoluer entre l'université et le monde entrepreneurial. Et ça, c'est important parce que l'université doit sans doute aller plus vers l'entreprise. Alors, il y a un certain nombre de pôles universitaires, dans les sciences dures en particulier, qui ont l'habitude, pour lesquels c'est quelque chose d'assez évident et d'assez naturel. Et puis, il y a d'autres pôles de recherche pour lesquels c'est un peu moins évident. Aujourd'hui, effectivement, nous avons une université à Limoges d'environ 15 à 16 000 étudiants, qui fait, nous, une université
plutôt de petite taille, avec une université de médecine, avec une université de pharmacie, du droit, on a le centre de droit et d'économie du sport. Du Donc sport, ouais. on a quand même un certain nombre de pépites. Ça veut dire que, y compris la chambre de commerce, évidemment, gère Troisième, une école d'ingénieurs en informatique. Nous avons une école qui forme au métier de l'immobilier. Campus consulaire, ouais. Donc nous avons à Limoges, de manière générale, un ensemble de formations universitaires de bon et de très très bon niveau et de très haut niveau, donc qui, je pense, ne sont pas très connus du grand public ou méconnus, une fois de plus, un peu comme le reste. Hein. Tout à fait. On n'est pas très fiers de montrer ce qu'on sait faire, c'est assez dommage, mais je pense qu'on a un job à faire autour de ça aussi. Et donc, mais nous avons, pour des populations qui arrivent à Limoges ou des populations qui sont à Limoges, quand on dit les enfants ils ne peuvent pas rester à Limoges pour faire leurs études, les enfants peuvent rester à Limoges pour faire leurs études, il y a quand même des universités. Je suis sûr que des gens à Bordeaux ou ailleurs se disent la même chose de leurs universités. On a toujours à l'esprit, je le redis, cette idée que l'herbe serait plus verte ailleurs. Il faut qu'on apprenne, on est tous de toute façon, on est tous porteurs de l'image de notre territoire. Il faut que ça commence par nous, il faut qu'on commence à dire effectivement qu'il fait bon vivre ici, qu'il se passe des choses. Moi j'en ai marre d'entendre dire qu'effectivement il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de vie culturelle. C'est pas vrai. Dans l'absolu, ça n'est absolument pas vrai. Et puis je vais vous dire un truc, vous pouvez habiter à Paris, c'est pas pour autant que vous êtes dans les théâtres tous les soirs. C'est pas ni dans les théâtres, ni dans les entreprises. Effectivement, il se passe plein de choses. Ça sert à ça, cette émission, ça sert à faire connaître un peu ce qui se passe. Et voilà, j'espère que derrière, vous portez la parole parce que moi, je sais que j'ai des amis qui habitent un peu à l'extérieur, dans d'autres villes. Quand ils viennent à Limoges, ils sont toujours extrêmement surpris et ils me disent toujours « Oh, Lyon, je ne pensais pas que c'était comme ça, qu'est-ce que c'est sympa ?» Ben oui, c'est sympa et ici, il passe des choses. Quelques commentaires. Donc, je viens d'allumer la lumière, là, je viens de monter le volet, parce que je trouve que même si je suis un peu à contre-jour, c'est pas grave, c'est pas moi l'invité, c'est plus sympa que la lumière artificielle, ça c'est une première chose. Deuxièmement, Philippe Daly, bien sûr, toujours une analyse pertinente, ciselée et percutante de Pierre Massy. Je pense qu'il a quelque chose à demander demain, je vois que ça. Mario, même où j'habite, c'est compliqué d'avoir la DSL du côté d'Oradour-sur-Glane. Bien sûr, Mario, mais je te connais. Toi, même sans la DSL, tu fais de magnifiques émissions de radio, donc il faut voir le verre à moitié plein, Mario. Et puis, alors Baptiste, là aussi on va en parler. C'est le moment d'ailleurs. Je voulais revenir sur la question de... Alors attendez, je vais voir de Jean-Luc. Jean-Luc, et donc on va parler de Baptiste aussi. La question des emplois. Parce que c'est un peu paradoxal en ce moment. Alors, ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je vous le rappelle, j'ai un site internet qui s'appelle emploinouvelleaquitaine.fr. Vous pouvez retrouver des offres d'emploi, des offres de formation, des agendas, des CV. Les CV sont gratuits pour les employeurs. Je le dis, les gens peuvent aller directement les retirer. En ce moment d'ailleurs, vous avez des offres qui sont publiées par la CCI pour le compte de certaines entreprises. A priori, il y a des recrutements en ce moment. Alors, ce que je peux dire, c'est que 100%, et le chiffre est assez rond, c'est assez intéressant, 100% des chefs d'entreprise que je rencontre recrutent et ne trouvent pas à recruter. Ça, c'est quel que soit, mais je me répète, quel que soit le domaine d'activité, qu'on soit pharmacien, qu'on soit notaire, qu'on soit industriel, qu'on soit... peu importe, les entreprises cherchent du personnel, de qualifications diverses, de tout niveau, et dans tous les cas, la difficulté à recruter est la même. Donc, tout à l'heure, Jean-Luc a évoqué l'idée, l'opération Un jeune, une solution. Ça, c'est une opération visant à développer et à faciliter l'entrée en apprentissage de nos jeunes. Évidemment que c'est une très bonne idée. Évidemment que l'apprentissage est aujourd'hui une vraie solution pour aller dans la vie active. Et quand je dis une vraie solution, c'est que non seulement on rentre dans le monde de l'entreprise, mais on vient chercher une formation, on vient chercher une expérience, on vient chercher un savoir-faire et on vient chercher un savoir-être. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, l'apprentissage n'est absolument pas réservé aux métiers manuels. Évidemment, les métiers manuels ont
promu l'apprentissage depuis de longues années et ils l'ont bien fait. Aujourd'hui, l'apprentissage est en train j'allais dire, de se répandre dans tous les niveaux d'études. Ça, c'est important. On retrouve, alors, je le répète, mais je ne suis pas très doué dans la nouvelle terminologie. Moi, j'en suis encore au niveau 5. Oui, mais ça a un peu changé. Il vaut mieux dire CAP. On a inversé. Voilà. J'allais dire du CAP jusqu'au master, jusqu'à l'école d'ingé. On peut, par l'apprentissage, par la solution, un jeune, une solution, on peut aller vers l'emploi. Donc cette solution-là, évidemment, est une excellente solution. On ne peut que l'encourager, évidemment. On ne peut qu'en faire la promotion. Je pense que ça, c'est une vraie belle option que l'on propose à nos jeunes. On a aujourd'hui plein de jeunes qui sont un peu paumés, qui sont en recherche, qui disent je ne sais pas trop. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'opérations, stages de 4e, de 3e, des jeunes qui sont au collège, qui découvrent la vie de l'entreprise à l'occasion d'une semaine de stage, à l'occasion de 2 jours, de 3 jours. Et c'est quelque chose qui n'existait pas, qui se met en place, qui se vulgarise aujourd'hui. Ça, c'est bien parce que ça permet à des jeunes de dire ah ben ça, j'adore ou ça, j'aimerais pas du tout. Ça, c'est pas mal. Parce que quand on a 14 ans, 15 ans aujourd'hui, c'est pas trop facile, c'est pas très facile. Quand on avait 14 et 15 ans, il y avait des gens qui savaient ce qu'ils voulaient faire, puis il y avait ceux qui ne savaient pas non plus. Pareil. Je pense que c'est l'âge qui veut ça, même si l'époque a changé. Donc cette solution-là, c'est une vraie belle solution. Et qu'on soit mineur ou qu'on soit majeur, l'apprentissage, l'alternance en général est une solution qui est une solution de qualité, qui est une solution qui permet d'acquérir un vrai bagage et une vraie compétence. C'est vrai, alors moi je vais en rajouter un peu, hein. Je ne suis pas Pierre Massy, mais ça fait rien. Une fois de plus, je suis dans mon salon, je dis ce que je veux. Plusieurs choses. Moi aussi, je rencontre beaucoup d'employeurs qui me disent je ne trouve pas. Et quand je leur dis mais elles sont où vos offres? Moi je ne les vois pas sur mon site alors que c'est gratuit. C'est quand même particulier. Bon, je ne sais pas. Moi si je ne trouve pas quelque chose, je vais essayer plusieurs choses. Vous voyez? Bon, ça c'est la première chose. Je vous le rappelle, sur le site, il y a des CV qui sont gratuits. Vous pouvez contacter. Il y a plein de candidats avec de très très bons profils. Voilà. Ça m'amène aussi une autre réflexion, mais que je dis souvent aux employeurs. Peut-être que je me trompe, ça n'engage que moi. C'est que, et je pense qu'il va falloir le réapprendre, il va falloir apprendre à réinvestir dans le recrutement. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de vivre, on parlait de 2008 tout à l'heure, il s'est passé quelque chose en 2008, c'est qu'on a perdu beaucoup de compétences au travers du chômage et à un moment donné, ça a été difficile de les retrouver. Il a fallu que l'ensemble de l'économie se remette d'aplomb, avec notamment reformer des gens puisqu'on avait perdu des compétences, etc., etc. Moi, je vois beaucoup de gens, beaucoup de candidats d'un côté, beaucoup d'employeurs de l'autre. Je trouve personnellement, ça n'engage que moi une fois de plus, que certains employeurs ont trop perdu le fil du contact avec les candidats. Et c'est très important. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis que ça devient nécessaire. Alors, sans doute est-ce vrai, mais il est vrai aussi que dans un certain nombre d'entreprises, j'allais dire, les recrutements sont ouverts en permanence. Oui. Il y a un grand nombre d'entreprises qui publient, alors les réseaux sociaux le démontrent régulièrement, un grand nombre d'entreprises publient des annonces, des recrutements quasi quotidiennement. C'est vrai. Quasi quotidiennement. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Il faut dire aussi que il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de comment dire, de gens, de solutions qui se proposent pour les offres d'emploi. Mais le constat est le même. C'est-à-dire qu'on a plein d'endroits où on peut déposer des offres. Ça, c'est vrai. On a plein d'endroits où ces offres sont aperçues. Mais on a beaucoup moins de candidats. Ou des candidats peut-être moins motivés, j'en sais rien. Enfin bon. On a aussi, parce que ça c'est vrai, je le vois moi en tant que recruteur par ailleurs, on a ça c'est quand même assez incompréhensible, on va recruter par exemple, nous en ce moment on recrute un travailleur social, etc. On reçoit des offres, on reçoit des profils de charcutiers, de coiffeurs, etc. Hein. Alors, ça c'est très fréquent. Hein. C'est peut-être, oui, aujourd'hui, des gens qui, des défauts d'orientation, des choses, des gens qui veulent... c'est pas simple en tout cas, c'est ça que je veux dire. C'est quelque chose, il n'y a pas de règle particulière. Mais une chose est sûre, aujourd'hui on estime à peu près en France à 450 à 500 000 emplois non pourvus.
c'est quand même un nombre qui est conséquent, alors que le niveau du chômage en France est élevé. Alors on doit évidemment avoir des problèmes de formation, mais on est aujourd'hui face à cette difficulté. Et quelle que soit la taille des entreprises, quel que soit C'est vrai. le système de fonctionnement, le type d'activité, euh, on en est même aujourd'hui à avoir, on me le disait vendredi dernier, y compris des collectivités Ah territoriales oui, c'est vrai, qui ont du mal à recruter. c'est Donc, clair. on est sans doute un modèle de société qui est en train d'évoluer et sur lequel il va falloir qu'on s'adapte pour recruter. Faut qu'on travaille tous ensemble. Baptiste Leduc, qui fait une remarque qui est importante aussi, on n'a pas la solution là. Il dit le risque de prendre des salariés est dans cette période compliquée et pourtant nous avons des besoins. Ça c'est pareil, c'est un peu. Alors, je ne sais pas si le risque, dans la mesure où on a un carnet de commandes, j'allais dire, et où on a la nécessité de recruter, moi, le fait même d'entreprendre, c'est un risque. C'est pas faux. Le fait d'entreprendre est un risque. Alors, le fait de recruter un collaborateur, c'est évidemment un risque parce qu'on peut tomber sur un collaborateur qui entrera bien dans le job qu'on lui confie, sur un collaborateur qui sera, qui se fondra, j'allais dire, dans l'équipe, qui se fondra moins bien. Il y a un risque à tout. Il y a un risque à tout. Je pense que le fait même de décider d'être entrepreneur, c'est un risque qui C'est doit un être risque. pris. C'est clair. Allez, on s'approche tranquillement de la fin, c'est bien, il y a toujours autant de gens. N'hésitez pas à poser des questions. J'espère que si vous y voyez assez bien, vous allez voir. Je reviens tout de suite. Vous allez voir, hop, là, je vous cache rien, je vais faire ça quand même parce que j'ai un peu l'impression qu'on manque de lumière. Tac. Voilà. Là, c'est pas pareil. Là, c'est Champs-Élysées. Voilà, c'est De Guerre sur son canapé. Regardez comment un halo autour de Pierre Massy. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? On s'approche de la fin. Je voulais faire un peu le point, oui, sur cette histoire de 147. On en est où? Alors là, 147, j'allais dire, ça a commencé où c'est un serpent de mer. C'est le serpent de mer, pardon, des 60 dernières années. C'est un serpent de mer qui a résisté au temps, j'allais dire. On en rêve, on en parle, on n'en parle plus, on en rêve, on en reparle, on n'en reparle plus. Et puis, il se trouve que depuis 3 ans, le têtu que je suis a repris ce dossier. J'ai eu la chance de croiser le député Djebari avec lequel j'ai travaillé sur ce dossier, avec son successeur Pierre Vantaux, avec mes amis des chambres de métier, d'agriculture, et puis avec mes amis surtout de la Vienne. Et ça, c'est important, mes amis de la chambre, de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, le président Claude Belin, évidemment, Martine Jamet. Alors, Martine Jamet, elle est j'allais dire, notre ambassadrice en Vienne. Elle est haut-viennoise, elle est élue de la chambre de la Vienne. Et Martine est celle qui porte dans la Vienne ce sujet 147, avec beaucoup de vigueur et de fougue. Et puis, nous avons travaillé, ça a été rude, c'est rude ce dossier-là, c'est très très rude, Ouais. c'est un travail de fond, là c'est un travail de marathon qu'on a entrepris. Donc là, on est au kilomètre, j'allais dire, allez, on est au kilomètre 18. On est au kilomètre 18, on n'a pas encore passé la moitié du marathon, je pense. Mais en 3 ans, force est de constater qu'on a obtenu une étude de concessibilité qui a déterminé que, en termes socio-économiques, le sujet 147 avait du sens, pouvait être réalisé. Aujourd'hui, on va rentrer dans cette phase qui suit l'étude de concessibilité, qui est la Commission nationale du débat public. Alors là, tous les gens du territoire, ou pas du territoire d'ailleurs, favorables ou opposants, vont pouvoir donner un avis. Et le rapporteur de la Commission nationale du débat public dira si, oui ou non, ce sujet route 147, devenant autoroute concédée 147, sera inscrit au schéma national des infrastructures autoroutières concédées à construire. Aujourd'hui, il y a 4 dossiers d'autoroutes concédées à construire validés par l'État. Notre dossier, notre travail aujourd'hui, c'est que 147 devienne le 5e dossier. Je rappelle que 147 aujourd'hui, c'est environ 115 km. Que sur ces 115 km, depuis 60 ou 70 ans,
ont été aménagés 7 km en 2 fois 2 voies affleurées et rigoureusement rien d'autre. On a fait la déviation de la ville de Bellac, mais on fait des déviations de villages un peu partout, Oui, c'est clair. On n'a pas fait une autoroute au large de Bellac, on a fait la déviation de la ville de Bellac et uniquement. Et ça n'est que ça. Et donc aujourd'hui, il y a plusieurs sujets. Évidemment, dans le cadre du contrat de plan État-région 2015-2020, mais on est en 2021 et rien n'a commencé, étaient prévus les 6 km à la sortie de Limoges. Je rappelle que ces 6 km qui sont absolument majeurs et nécessaires ne représentent que 3 minutes du temps de parcours entre Limoges et Poitiers. C'est-à-dire que le jour où ces 6 premiers kilomètres seront enfin réalisés, on aura avancé de 3 minutes. Au lieu de mettre 2h10, on mettra 2h07. On n'aura rien réglé d'autre. Et donc, évidemment que ces 6 premiers kilomètres doivent être faits. C'est l'entrée, j'allais dire, à Limoges, doivent être faits, mais c'est tout le reste qui doit être enchaîné. Et tout le reste, eh bien, c'est dans le cadre de ce projet autoroutier concédé. On le sait maintenant, c'est une certitude, tout le monde l'a acté, l'État ne mettra pas plus d'argent, l'État n'a pas d'argent pour construire cette autoroute à 2 fois 2 voies. Je rappelle qu'on ne peut pas doubler la nationale 147, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre les 2 voies existantes et juste à côté faire 2 voies. Il faut faire, qu'elles soient gratuites ou payantes, il faudra faire 2 fois 2 voies quelque part à côté en parallèle. Donc ça fera les 2 voies existantes plus 4 voies. Dans le village de Berneuil, on ne va pas décider de raser soit les maisons à droite, soit les maisons à gauche pour faire le doublement de la voie. Donc les gens qui imaginent qu'on peut doubler cette fameuse 147, ça c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est de l'ordre du fantasme. Donc le dossier S147 avance. Ce qui est à noter aujourd'hui, et ça c'est important, c'est que l'unité entre Vienne et Haute-Vienne se concrétise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élus de Vienne, les sénateurs Belin, Boulou, le président du département de la Vienne, le député Houillet, sont clairement favorables à une autoroute concédée. Ici en Haute-Vienne, le président de l'agglo de Limoges, Guillaume Guérin, le maire de Limoges, le député Vantaux, la députée Baudouin sont clairement favorables à une autoroute entre Limoges et Poitiers. Jean-Claude Leblois, le président du département, n'y est plus opposé. Nous avons avancé de manière extrêmement rapide sur les 3 dernières années. Ça, c'est une remarque extrêmement importante. Et puis, évidemment, nous avons le président Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, avec lequel j'ai souvent discuté de ce sujet, puisque en réalité, comme je ne suis pas très intelligent, je me suis dit qu'entre Limoges et Poitiers, il fallait juste faire ce qu'Alain Rousset avait fait entre Pau et Langon, c'est-à-dire la 65. Et quand la première fois j'en ai parlé à Alain Rousset, je dis, Président, ce qu'il faut qu'on fasse entre Poitiers et Limoges, c'est ce que vous avez fait, vous, entre Pau et Langon. Et aujourd'hui, plus personne dans le sud des Landes, dans le Béarn, n'imagine ne pas avoir cette autoroute à 65. Alors on me dit, mais elle est trop chère, elle n'est pas utilisée. Certainement, elle est peut-être trop chère, elle n'est pas utilisée, mais elle est utilisée. Aujourd'hui, c'est une autoroute qui fonctionne, une autoroute qui a permis à Mont-de-Marsan d'être raccordée aisément à Pau d'un côté, d'être raccordée aisément à Bordeaux de l'autre. C'est tout un territoire qui, dans le sud des Landes, a pu être connecté aisément. Et donc, je le dis, je l'ai encore dit à Alain Rousset très très récemment, moi, ce que je veux, ce que nous espérons, ce que nous voulons, c'est juste quelque chose de semblable à A65. Cette idée d'Alain Rousset d'avoir fait A65, c'est pour moi la référence. Alors aujourd'hui, Alain Rousset, évidemment, je le titille un peu, et il a eu des positions extrêmement claires il y a 6 mois, il y a 1 an, et puis là, le temps de l'élection évidemment approchant, je sens Alain Rousset un peu plus hésitant, posant un peu le pied sur le pied verdissant, le pied bon. Aujourd'hui, nous avons besoin, et c'est ce que je répète à nos élus, d'avoir un effet de masse. Il faut que nous soyons unis, et c'est le cas entre Vienne et Haute-Vienne. On ne peut pas rester. Quand on y regarde bien, cet itinéraire 147 est un des rares itinéraires en France à ne plus avoir aucun sens. 2h10 pour faire 120 km entre 2 anciennes capitales de région, c'est invivable. C'est totalement ridicule. Et au passage de tout ça, on a cette ville de Bellac, dont chacun entend les difficultés qu'elle traverse. On a le Montmorillonnais qui aussi est dans des grandes difficultés. Et pour ces territoires-là et pour les entreprises qui sont sur ces territoires, il faut arrêter de mentir aux gens. Il faut réaliser
cet aménagement d'ampleur. Évidemment, alors là, ça n'est pas une petite affaire, c'est une affaire importante. Les concessionnaires y sont intéressés, l'État veut bien participer, les collectivités aujourd'hui sont prêtes à y aller. C'est un mouvement de fond qui est en train de s'initier. Je sais que des oppositions naîtront, je sais que des oppositions existent sans doute déjà, mais peu importe. On n'imagine pas venir à Limoges par la Nationale 20, on n'imagine pas aller à Clermont-Ferrand par la Nationale 89. Aujourd'hui, tout le monde utilise des autoroutes, payantes ou gratuites, mais personne ne se pose plus la question. Voilà, je voulais un point sur la 147. Là, on a un point. La bonne nouvelle, c'est que effectivement, on sent bien que quand les uns et les autres se mobilisent au service d'une même cause, forcément, il y a plus de chances d'aller au bout. Allez, on a presque fini, mais je ne pouvais pas inviter Pierre Massy sans parler des travaux publics. Alors en plus, je crois que c'était le mois dernier, en février, il devait y avoir le forum des travaux publics à Égletons. J'ai la chance de l'animer là depuis 2 ans. Ça avait été repoussé une première fois. Là, ça vient d'être annulé. Forcément, se pose la question à la fois des entreprises de travaux publics, elles en sont aujourd'hui, comment elles traversent cette crise, ça c'est une première chose. Et puis moi je pense beaucoup à ces étudiants, que ce soit d'ailleurs les étudiants, là il se trouve que c'est les travaux publics, mais voilà quoi, les étudiants aujourd'hui, un coup ils vont à l'école, un coup ils vont pas à l'école, comment ils vont passer les examens, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, Pierre Massy? Eh bien, nos étudiants, vous parlez d'Égletons, effectivement, Égletons a la particularité d'être un très joli village de Haute-Corrèze avec 5000 habitants et 3000 élèves. Voilà, ouais. 3000 élèves et étudiants. Donc, et ils parlent tous les travaux publics. Et on parle tous à Égletons, effectivement, le dialecte des travaux publics, c'est extraordinaire. Et ça fait qu'Égletons est une marque aujourd'hui. C'est Égletons, métier des travaux publics, c'est une des rares villes en France à être une marque associés en termes de formation. Ouais. Donc à Égletons, effectivement, comme dans le reste de la France, demain soir, nos lycées vont fermer, nos lycées travaux publics, nos centres de formation, alternance, formation continue vont travailler. L'alternance, on est en attente des décrets. Clairement, on espère avoir des infos, peut-être les a-t-on à cette heure-là, mais nous ne les avions pas à 18h30. La formation à Égletons dans nos écoles, je rappelle, le groupe EATP, FIATP, CFCTP, ce sont 1050 jeunes, ce sont 150 000 heures de formation continue, donc 1050 en alternance et en formation continue et en apprentissage. Donc nos écoles fonctionnent très bien évidemment. C'est sans doute, en termes de formation au métier des travaux publics, pour ce qui est de l'encadrement intermédiaire, c'est la référence. C'est la référence au niveau national. C'est clair. Tout ça se passe bien. Les entreprises de travaux publics et les travaux publics en général sont un secteur qui miraculeusement, qui a été préservé un peu. Est plutôt préservé. Nous n'avons pas été ou peu interrompu l'année dernière. On a eu un petit mois de flottement au moment du premier confinement. Mais depuis, l'activité dans notre profession, dans la construction en général, mais dans les travaux publics en particulier, l'activité a continué normalement, plutôt dans de bonnes conditions. On est dans un cycle électoral classique avec des changements d'équipe, donc une activité qui est un peu plus en dents de scie, mais globalement, l'activité est plutôt saine. On parlait tout à l'heure de tous ces secteurs qui sont dans une difficulté absolue. Ça n'est pas le cas dans notre métier. Pour en revenir au recrutement, ça fonctionne très bien. Qu'on soit en formation initiale ou qu'on soit en formation continue, le nombre de jeunes voulant venir vers nos formations du CAP à Égletons, je rappelle, nous formons en CAP, en Bac Pro, en BTS, licence pro, bachelor. À partir de septembre 2022, nous ouvrons une école d'ingénieurs à Égletons, ingénieurs par l'apprentissage au métier des travaux publics. Donc toutes ces sections, évidemment, qu'elles soient en apprentissage, en formation initiale ou en contrat de pro. C'est la porte ouverte sur l'emploi. C'est la porte ouverte sur l'emploi, évidemment. Et tout est complet partout. Et sur l'emploi, et je me permets juste de rajouter ça, parce que je trouve ça passionnant chaque fois que je vais à Égletons, non seulement sur l'emploi, mais sur de vrais choix de carrière. C'est pas, on sort de là. Moi, j'ai rencontré les employeurs. S'ils viennent aussi nombreux au forum, c'est parce qu'ils ont besoin de gens et que les candidats choisissent, bien souvent aussi. Alors, le forum d'Égletons, évidemment, cette année n'aura pas lieu. Mais le forum à Égletons, aujourd'hui, c'est quand même
un espèce de coup de force, on réunit plus de 100 Ouais, c'est entreprises énorme. qui viennent recruter et qui viennent à Égletons recruter Mm. tous ces jeunes formés, Mm. alors qu'ils soient formés à l'université. On parlait de Bien sûr, l'université, bien mais il sûr. y a évidemment à Égletons le lycée Caramino, il y a l'université, il y a l'IUT, génie civil. Nous avons des doctorants qui travaillent sur les bétons et sur les matériaux de synthèse. Donc on a l'AFPA L'AFPA aussi, oui, qui oui. forme aussi, le Ouais, Greta qui est là. bien Donc sûr. on a vraiment C'est à un Égletons écosystème. un écosystème travaux publics extrêmement intéressant, les uns travaillant avec les autres. Et je me répète, Égletons est devenu une marque C'est aujourd'hui. clair. Est C'est devenu clair. une marque, mais ce sont des milliers de jeunes qui sont formés et surtout des milliers de jeunes qui sortent de là avec cette marque Égletons tamponnée C'est et clair. qui fait que leur carrière dans le métier des travaux publics est exceptionnelle Bien sûr. et qu'elle soit cette carrière en France ou à Comme l'étranger. à l'étranger, oui. Effectivement, de vraies grosses opportunités. C'est pour ça que je parlais d'emploi, mais de carrière, de vrais choix, hein. C'est vraiment. Ça laisse un peu pantois, hein, je le dis. Si vous êtes parent ou quoi que ce soit, allez vous renseigner, amenez vos enfants se renseigner. Parce que moi, j'ai discuté avec des gamins, enfin oui, je dis des gamins maintenant, mais des gamins de 20 ans, 25 ans qui avaient fait les bons choix et qui étaient déjà en emploi après de solides études, en plus en sachant qu'il y a toujours la possibilité de formation, hein, en cours d'emploi, etc. Continue, bien sûr. Et qui, moi, me laissaient un peu pantois parce qu'ils avaient des situations que moi, j'ai encore pas, hein, je peux vous le dire. Donc, bon, après, ce sont aussi des métiers de passion, ce sont des métiers... Voilà, écoutez, on a fait le tour. Je vais poser la dernière question à Pierre Massy parce qu'il faut qu'il rentre aussi, vous voyez. C'est pas parce qu'il a des responsabilités qu'il faut pas qu'il rentre. Je pose toujours la même question. Donc toute la journée, vous vous levez le matin, tac, ok, il y a l'entreprise à gérer, il y a l'école des travaux publics à avoir dans un coin de l'œil, la CCI d'un autre, tout ça, les coups de fil, pap, et puis le soir on rentre. Et là, c'est Pierre Massy, le citoyen. Comment Pierre Massy, le citoyen qui donne plus d'ordre, rien du tout, qui rentre chez lui, qui va prendre peut-être un peu de temps pour se détendre, vit avec la Covid. Qu'est-ce que ça lui inspire? Est-ce qu'il a envie de tout jeter? Est-ce qu'il en a marre de ne pas pouvoir aller au bord de la mer? Est-ce que, voilà, comment vous vivez ça, Pierre Massy? Bah, écoutez, je fais comme tout le monde, je ne le vis évidemment pas très bien. Nous avions prévu avec mon épouse de partir le week-end prochain Voilà. au bord de la mer. Eh ben, nous n'irons pas au bord de la mer, nous allons rester. À Saint-Pardoux. Ouais, on ira éventuellement à Saint-Pardoux, même pas, c'est à plus de 10 km. Donc, Ah, elle veut que vous rentriez, je vous le dis. voilà. Avant d'aller à la mer, elle vient de dire je veux qu'il rentre. Je vais rentrer. Il va rentrer. Et donc, effectivement, eh ben, dans ce temps de Covid, on est obligé effectivement d'avoir une vie familiale plutôt équilibrée. Parce que, évidemment, c'est compliqué. Bien sûr. Les exutoires, les défouloirs, les choses que l'on peut avoir habituellement n'existent pas. Donc, quand on rentre d'une journée qui est intense, mais aujourd'hui, je ne considère pas avoir une vie plus intense que celle des autres. Ma vie Bien est sûr. normale, hein. Je vis comme tout le monde. Tout le monde a ses tracas, tout le monde a ses difficultés, quelle que soit sa responsabilité ou pas ses responsabilités, dans sa vie de famille ou dans sa vie professionnelle. Donc, j'ai une vie normale. C'est vrai que on est heureux de se dire, eh ben, ce week-end, on va partir ici ou on va partir là. Et ben là, on va se dire pendant 4 semaines, on va pas partir. On va faire autrement. On va faire autrement. On va envisager, ben, avec les enfants, on va s'occuper, on va s'organiser différemment. La petite chance que nous avons, c'est qu'on est au mois d'avril, on est au printemps. Prions et espérons que les jours soient ensoleillés, que les soirées soient agréables. Ça sera un peu moins ennuyeux. Au mois de novembre, c'était plus triste, c'était C'est plus clair. difficile. C'est clair. Mais on doit aussi se dire que malheureusement, il y a un an, on découvrait la Covid. Aujourd'hui, on est toujours dedans. C'est que manifestement, la chose doit être difficile et complexe. Une chose qui est certaine, je ne voudrais pas être celui qui décide aujourd'hui, Ah, ça, parce c'est que clair. quelque décision qui puisse être prise, elle n'est pas la bonne. Et si elle est appréciée par la moitié de la population, sûr. elle est détestée par l'autre moitié. Donc voilà, j'essaye de m'adapter au mieux. Si dès le matin on est en tétanie parce que l'enfer nous entoure et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, on doit vivre difficilement. Il faut s'adapter du mieux possible. On a la chance d'avoir un environnement agréable. Profitons-en. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Agir. Bravo à Monsieur Massy qui parle le langage. DJ Mario, merci DJ merci Mario de nous suivre. Jean-Marie Toury, ok, merci beaucoup. Philippe Dali
Écoute, tu sais où j'habite, hein, voilà. Et Christelle, il rentre, hein, il va rentrer. Je suis un peu bavard, je finis, puis il rentre. Hein, promis, je le mets dehors. Quant à moi, eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir été si nombreux à suivre cette émission. Ça va continuer dans les semaines qui viennent. Demain, eh ben oui, demain c'est particulier. D'habitude, il n'y a pas d'émission, mais demain, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. J'ai quelques acquaintances avec le secteur du handicap. L'autisme, c'est quelque chose de très particulier et je souhaitais en parler. Donc, on va en parler sereinement, je vous préviens déjà. On va en parler sereinement, c'est toujours un sujet sensible. Le handicap en général, c'est intime, donc c'est sensible. On va en parler, j'aurai la chance d'accueillir Andrea Perrier, qui est directrice du Centre de ressources autisme du Limousin. Avec elle, on va voir qu'est-ce que c'est que l'autisme qui existe. Là aussi, c'est pareil, il existe extrêmement de nombreuses choses, de nombreux acteurs et de nombreuses compétences sur le territoire. Et puis, la semaine prochaine, je recevrai la mission locale, je recevrai Madame Andrea Brouille, hein, c'est ça, vice-présidente du conseil régional Nouvelle-Aquitaine, qui viendra là aussi nous faire la promotion de ce qui se fait sur notre territoire. Merci beaucoup Pierre Massy. C'est toujours un bon moment. Eh bien oui, parce qu'on comprend ce qu'il dit. Vous comprenez, il y en a, il raconte des trucs qu'on ne comprend pas. Lui, c'est clair. Merci beaucoup. Merci, c'était un vrai plaisir. Eh bien merci, merci beaucoup. Et puis je vous dis tous, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et puis allez, je vais faire le cabot. Juste avant, j'ai failli être en retard parce que je suis allé me faire vacciner. Honnêtement, je vous invite à vous faire vacciner parce que c'est sans doute la porte de sortie. Merci beaucoup. Merci Au revoir. à vous. Au revoir.